Donc, je m'appelle Victor Mesters, je travaille pour une agence belge qui s'appelle Rotor, on est basé à Bruxelles. On a été fondé en 2005 sous forme associative et vous allez voir dans cette présentation à la fois une série de projets de Rotor, qui est un peu une agence atypique, on n'est pas une agence d'architecture. D'ailleurs, on n'a pas le droit d'exercer en tant qu'architecte puisqu'on vend des matériaux, on construit, donc voilà, on a plutôt un profil disons d'entrepreneur parfois, de concepteur, designer. Mais disons peut-être que ce qui nous caractérise le plus, ce serait un laboratoire de recherche appliquée. Voilà. Donc vous allez voir ce soir des projets de Rotor. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'on fait et les différentes casquettes qu'on a. Et en même temps, c'est un petit cours, comme il s'appelle, Réemploi mode d'emploi. Enfin, c'est un cours même un peu copieux, hein. On a 1h30, je crois, il me semble. Et sur les pratiques de réutilisation. Donc j'ai essayé de l'organiser de façon à ce qu'il y ait voilà, des petites notions, des petites leçons. Chaque projet vous enseignera un peu une posture différente qu'on a développée au travers de nos projets à Bruxelles. Voilà, donc le programme de ce soir, une petite intro, retour historique sur la question du réemploi. Et puis on va voir différentes facettes, l'exposition, le design, la déconstruction et la recherche. Donc pour commencer voilà, cette conférence, revenons un petit peu dans le temps, même très en arrière, pour explorer voilà, différents documents qui parlent de réemploi et qui montrent que ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais que ça date depuis très longtemps. Donc ici, on a une image de Stonehenge et un chercheur, un archéologue, qui montre que les pierres, certaines des pierres, n'étaient pas des pierres qui ont été taillées ou amenées pour cette construction, mais elles avaient déjà une première utilisation, donc déjà à cette période-là, il y avait des pratiques de réemploi. Si vous explorez les recherches archéologiques, mais aussi de l'histoire de l'art, vous allez voir profusion de remploi, c'est comme ça qu'on en parle en français, ou alors de spolia dans l'Empire romain. Donc ici, vous avez par exemple une image d'une chapelle à Rome, qui, si vous regardez de près, a des colonnes de couleurs différentes. Et ce n'est pas une question uniquement esthétique, mais c'est parce que ces colonnes proviennent d'endroits différents. Et donc dans l'Empire romain, quand on parlait de réemploi, on utilisait le mot spolia, qui vient voilà, du latin spolium, de dépecer la peau de l'animal. Donc c'était avant tout une pratique guerrière pour exprimer son pouvoir, de venir exposer les matériaux qu'on a récupérés. Si on regarde les recherches archéologiques à Pompéi, il y a profusion de documentation sur le réemploi à cette époque de l'Antiquité. Donc ici, vous avez un thermopolium, ce qui est à peu près un bar à cette époque, qui a été réalisé avec des bris de tablettes de marbre des chantiers voisins. On a trouvé des tablettes avec des publicités pour la vente de tuiles de seconde main, les Tegula Imbrex. Donc, il montre qu'il y avait un réseau marchand à cette époque de revente de matériaux de seconde main. Et puis aussi des tablettes montrant des morceaux de législation sur le réemploi. Par exemple, dans l'Empire romain, on avait des lois qui disaient s'il y a un tremblement de terre et que ma toiture tombe chez le voisin, à qui appartient les tuiles, les matériaux, etc. Des législations qui protégeaient aussi les symboles de l'Empire romain. Donc s'il y avait une démolition, il fallait réutiliser, faire tout pour réutiliser le fronton, les colonnes, les éléments symboliques du pouvoir. Si on revient un petit peu plus proche de notre époque, voilà, donc ici on est à Paris devant l'atelier d'Achille Picard, donc un démolisseur qui ressort souvent dans les écrits du 19e siècle, puisqu'il avait une entreprise de démolition assez efficace pour déblayer des sites très rapidement. Vous pouvez voir le fronton en haut de son atelier qui provient en fait du Palais du Louvre. Donc on est quelques années après la Commune de Paris. Donc c'est le démolisseur qui a eu le marché de travaux pour évacuer les éléments, les éléments détruits du Palais du Louvre. Donc à cette époque-là, quand il y avait une démolition, on avait ce type de publicité. Donc là on est à Anvers, fin 19e, avec une publicité pour la vente pour démolition de la démolition de la Tour Bleue.
Ce qui montre qu'à cette époque, lorsqu'il y avait une démolition, il n'y avait pas mise à la décharge les matériaux, mais plutôt qui vient acheter l'ensemble de l'édifice ou certaines parties de l'édifice. Donc voilà une image de cette tour bleue à Anvers qui représente un morceau des remparts qui ont été démolis à cette époque. Puis on remonte encore un petit peu plus proche de notre époque, là, à 1928 à Bruxelles, on a un chantier de démolition. Ça pourrait ressembler un peu à ce qu'on voit aujourd'hui avec le recyclage, des tas de matériaux bien triés. Voilà, il y a des piles de pavés, de bois. Mais si on regarde un peu en détail, notamment à gauche sur l'image, vous allez voir qu'il y a une petite pancarte avec écrit « matériaux de façade à vendre » qui montre qu'encore au début du XXe siècle, c'était une pratique courante sur les chantiers de démolition de vendre des matériaux. Donc si on regarde aussi les publicités de ces démolisseurs, ils se nomment tous comme démolisseurs et vendeurs de matériaux. Et puis vous connaissez probablement tous et toutes cette image, 1972, la démolition de logements modernistes qui est symboliquement la fin du modernisme. Et puis vous comprenez que cette pratique de démolition rend impossible le réemploi de matériaux puisqu'on détruit tout. Donc la question qu'on peut se poser, et qu'on s'est posée en tout cas chez Rotor, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre Achille Picard et la fin du modernisme pour qu'on ne puisse plus réutiliser des matériaux de construction. Donc il y a plusieurs raisons, en tout cas il y a l'évolution de l'outillage. Au temps d'Achille Picard, on avait ces outils à main, et puis finalement avec les deux guerres, on a développé des technologies qui ont été réappropriées dans la société civile, donc rendant plus efficace, plus rapide la démolition. En même temps, le coût de la main-d'œuvre a fortement augmenté. Là, vous avez une image de la démolition d'un palais de justice à Bruxelles en 1892. Vous voyez le nombre de personnes sur le chantier. Aujourd'hui, sur les chantiers de démolition, c'est plutôt 2, 3, quelques personnes dans des machines, puisque finalement, d'avoir des machines, ça coûte moins cher que des hommes dans notre société occidentale. Puis ça tombe bien, puisqu'avec les machines, on peut aller plus vite, et les impératifs de rendement, donc les propriétaires des fonciers, paient des bonus pour aller plus vite, puisque c'est des loyers qu'ils auront plus rapidement. Donc si on démolit plus vite, on a des bonus. Si on démolit moins vite, on a des malus. Donc les techniques de démolition se sont accélérées. Vous avez ici une tour à New York qui a été construite en 1910, qui a été démolie 13 ans après, parce qu'on savait qu'on pouvait faire 2 fois plus haut. Donc il montre que voilà, à cette époque-là, on a commencé aussi à accélérer ces temps de chantier. Et puis, après les années 70, avec des considérations environnementales, on a changé nos pratiques de démolition pour préparer le recyclage. Donc ici, vous avez un chantier de démolition à Londres, de Robin Hood Garden, qui sont des bâtiments modernistes, brutalistes, assez connus, qui ont été démolis malheureusement. Et vous voyez que la pratique de démolition n'est plus la dynamite, mais ici plutôt une grue qui vient concasser le béton pour le préparer au recyclage, c'est-à-dire plutôt un sous-cyclage. On va concasser la matière, la fondre ou la broyer pour faire une nouvelle matière première. Mais cette pratique a comme inconvénient d'une grande perte de valeur économique d'abord, puisque finalement les matériaux qui ont été concassés auraient pu peut-être être revendus sur un marché de seconde main à un prix plus élevé, mais aussi perte de toute l'énergie embarquée du matériau qu'on a mis pour fabriquer des briques. Il faut des fours pour chauffer, etc. Donc voilà, on sait à quel point le recyclage est quand même une pratique assez décevante par rapport à nos attentes en termes d'impact environnemental. Pour être sûr de quoi on parle, le réemploi à gauche, le recyclage à droite. Voilà, le réemploi, on conserve l'intégrité, on fait quelques petits ajustements, nettoyage, on adapte. Le recyclage, on broie, on fond, donc ça demande une grande énergie pour refaire une nouvelle matière première. Le recyclage est une pratique de gestion des déchets, alors que le réemploi est une pratique de préservation des déchets. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on réutilise un matériau, ce n'est pas un déchet. Et ce n'est pas anodin parce que finalement, c'est très difficile de faire revenir le statut d'un déchet à un statut de produit. Tandis que le recyclage, on va recycler des déchets. Et donc,
Voilà, ici, on a une échelle de hiérarchie de valorisation des matériaux qui a été définie par une directive européenne en 2008 et qui classe du coup en haut dans les logiques de prévention des déchets, la réutilisation. Donc, même culturellement, on va essayer d'éviter de parler de déchets quand on parle de réemploi et plutôt s'en distancier pour parler de qualité, de produits, de faire attention. Donc ce n'est pas toujours une bonne idée d'associer cet univers des déchets et des décharges au réemploi, puisque si vous voulez revendre votre iPhone 12 pour le 14, vous allez faire l'éloge de votre smartphone malgré quelques petites rayures, mais pas parler de déchets parce que le 14 est sorti. Voilà, donc quelques raisons de faire du réemploi. Je pense que pour vous, c'est peut-être évident, mais en tout cas, je les rappelle. C'est déjà une manière de préserver la culture, la valeur culturelle de l'existant. Donc, voilà, quelles étaient les traces d'usage de ce matériau, quelle est l'histoire qui est embarquée. Et donc ici, par exemple, vous avez des tablettes de cheminée qui ont été réinstallées voilà, en revêtement mural. Ici, une ancienne cafette qui a été réutilisée ici. Ça a surtout pour conséquence de diminuer l'impact environnemental. Donc à gauche, vous avez la production d'un nouveau carrelage. Donc les différents impacts, je ne vais pas m'étendre là-dessus puisqu'il n'y a pas que le CO2, mais il y a toute une série de critères. Et à droite, vous avez ce que représente un carrelage réemployé comme impact. Donc on comprend qu'il y a une grande efficacité à ce niveau-là. Et puis c'est aussi créateur d'emplois, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, finalement le réemploi, c'est à peu près 7 fois plus de main-d'œuvre que la démolition sur un chantier. Donc il y a une promesse en tout cas de créer des emplois non délocalisables avec un certain soin et savoir-faire dans ce métier. Mais donc quand on regarde voilà, dans notre société les bâtiments, les permis de démolition, pour essayer de comprendre où sont les pratiques de réemploi, qu'est-ce qui se démolit, finalement on tombe sur des pages et des pages comme ça de bâtiments qui sont tous variés, récents, anciens. Ça c'est un travail d'une étudiante que j'ai encadrée à Londres. En 2018, elle a regardé sur 6 mois les permis de démolition. Donc vous voyez là on est à page 152 sur 3 tomes. Donc c'est très conséquent. Et paradoxalement, dans nos études, on se rend compte qu'il y a moins de 1% de matériaux qui sont réutilisés sur les chantiers. Donc on est très très loin d'une pratique courante. Donc la question de ce soir et puis de notre avenir, c'est comment mettre en œuvre des pratiques de réemploi dans le projet. Donc je vais vous proposer un petit exercice avant de continuer pour se chauffer un petit peu, se détendre. C'est un exercice que j'ai emprunté à Denis Meadows. Donc Denis Meadows, c'est un des auteurs du rapport The Limit of Growth qui a été commandité par le Club de Rome et qui montre dans les années 70, qui démontre déjà la limite de notre système économique et l'urgence d'en changer, et qui a engagé en tout cas un autre rapport à nos constructions via le recyclage, le réemploi, etc. Et donc, il propose cet exercice qui interroge sur les habitudes, parce que qui dit changer de la construction neuve à la construction en seconde main, dit changer d'habitude. Donc, pour vous rendre compte ce que ça fait un petit peu de changer les habitudes, même si je pense que vous le savez, ce petit exercice est assez efficace. Donc, je vous demande à toutes et tous de croiser les bras comme ça, comme Denis. Hein. Vous regardez la main qui dépasse en haut. Et puis, vous, voilà, tout le monde. Hein. Et puis, vous décroisez les bras. Et maintenant, vous essayez de la croiser dans l'autre sens. C'est impossible. C'est dur. Qu'est-ce que vous remarquez d'autre? On n'a pas l'habitude. C'est agréable ou pas? Non, pas terrible. Voilà, vous ressentez vraiment ce qu'on sent quand on change nos habitudes. C'est dur, c'est pas agréable, on a envie de vomir, on se sent mal, on veut plus recommencer. C'est exactement ce qu'on a ressenti, nous, chez Rotor, pendant les premières années, quand on s'est dit on veut construire en réemploi et changer d'un monde neuf pour un monde de seconde main. Mais la promesse, c'est que quand on le fait tous les jours, finalement, on s'y habitue et on n'a plus envie de vomir, etc.
Mais néanmoins, cet exercice, je trouve assez pertinent pour montrer le défi aussi qu'on a, puisque dans tous les niveaux de la construction, on va devoir faire ce geste à l'envers et donner envie de vomir aux entrepreneurs, aux maîtrises d'ouvrage, aux architectes. Et donc ce soir, avec les travaux de Rotor, moi j'espère que je vais vous faciliter un peu la tâche et vous montrer déjà nos retours d'expérience pour faciliter un petit peu ce croisement de bras et avoir un peu moins la nausée demain quand vous allez essayer de faire votre étagère en seconde main. Donc ici c'est une image de l'équipe il y a quelques années, donc on est une trentaine de personnes. Il y a des profils très variés, donc des juristes, architectes, scénographes, des ingénieurs. Finalement, des profils qui nous varient parce qu'on doit aller travailler à différents niveaux, là où la filière demande des réponses. Donc on a pris cette question, par exemple, du réemploi, qui demande de traverser voilà, différents domaines. On a 2 entreprises, donc il y a une association sans but lucratif qui s'appelle Rotor, qui fait des projets de design, d'expos, des conférences, de la recherche et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et un des projets de recherche qui est devenu une société coopérative, ici à droite, qui est Rotor des Constructions, donc qui est une entreprise qui en fait, prouve qu'il est possible d'avoir une activité économique basée sur la revente de matériaux de seconde main et viable, puisque ça fait depuis 6 ans, je crois, à peu près, ou 7 ans qu'on travaille et vend des matériaux de seconde main et paye une équipe voilà, de 15-20 personnes. Voilà, donc les premières questions qu'on s'est posées chez Rotor, c'était plutôt des questions assez générales sur la question d'obsolescence. Donc on s'est servi de cadres d'exposition notamment pour faire des petites recherches et interroger différents types de phénomènes d'obsolescence dans la construction, dans l'industrie. Donc par exemple, on est parti avec cette idée en tête de savoir où se situe la limite entre un produit et un déchet. Quelle est l'organisation humaine qui définit que ce produit devient un déchet? Donc on est allé voir 200 industriels qui nous ont montré différents produits qui étaient devenus des déchets, comme cette bouteille de Coca, de Pepsi. Donc il y a toute une machine comme ça où les bouteilles sont remplies et puis finalement quand voilà, la machine détecte une erreur, elle le déclasse sur le côté, donc celle-ci n'est pas remplie jusqu'au bout et donc est traitée comme un déchet puisqu'elle ne répond pas au cahier des charges. Puis on est allé voir d'autres industriels comme celle-ci, ceux qui produisent des sacs plastiques ou des bacs en plastique et qui, lorsqu'ils veulent changer de couleur, donc ils font des bacs rouges par exemple, et lorsqu'ils veulent changer de couleur, ils n'arrêtent pas la machine qui produit encore des bacs, ils mettent le pot de peinture noire et puis entre les deux, finalement, il y a une série de bacs qui vont être décolorés et qui ne répondront pas au cahier des charges et aux couleurs attendues par l'industriel et donc qui sont traités comme des rebuts. Donc là, vous avez des déchets en face de vous. Voilà, donc ici, vous avez une image de coulure de caoutchouc en fin de journée, après la production des bottes en caoutchouc. En fait, ce moule en caoutchouc coule et on retrouve des candélabres comme ça, qui sont finalement du caoutchouc neuf qui a été assemblé par terre, mais qui est traité comme un déchet, c'est un déchet de production. Puis on est allé voir dans le secteur de la construction, et puis là on s'est rendu compte qu'il y avait encore plein de matériaux qui n'étaient pas arrivés en fin de vie, mais qui étaient traités comme des déchets, puisque voilà, la définition d'un déchet, c'est lorsqu'un propriétaire décide de séparer de son produit, donc ça devient un déchet, donc c'est très flou. Et ça nous a beaucoup... voilà, on a porté notre attention principalement sur les déchets de construction, puisque on a été assez... impacté par la quantité et le volume que ça générait. Donc un premier projet était notamment de monter une ressourcerie pour récupérer ces matériaux et les faire circuler. On s'est servi de cadres d'exposition pour questionner d'autres phénomènes d'obsolescence, notamment l'usure. Donc là, on est à Venise, à la Biennale de Venise, où on a eu la chance d'avoir le commissariat du pavillon belge en 2012. Et donc à Venise, on a plutôt l'habitude de voir des maquettes blanches comme ça. Et nous, on voulait montrer la réalité de l'architecture qui est 99% dans son temps de vie plutôt comme ça. Donc questionner l'usure. Donc on a fait tout un travail sur l'usure. Et puis essayer voilà, d'en parler, de questionner ça dans l'architecture. Et puis on a eu d'autres occasions d'explorer
des sujets liés au développement durable, notamment à la Triennale d'Oslo. Ici, vous avez l'exposition Behind the Green Door. Donc, le propos était de dire que voilà, le développement durable était un concept essentiellement controversé, où tout le monde est d'accord pour cette notion-là, mais personne n'est d'accord en pratique. Et donc d'aller récupérer finalement 600 objets qui montrent 600 voies différentes sur le développement durable, les high-tech, les low-tech, je jette pas, les déchets qui se compostent, etc. Et donc c'est une manière de créer le débat en fait sur cette question et d'interroger la terminologie qu'il y a derrière, qui est en fait très vite obsolète. À partir de ces travaux d'exposition, de recherche, on a commencé à appliquer ça dans nos projets de design finalement. Comment on peut faire du design en contrant ces phénomènes d'obsolescence. Donc voilà, vous allez voir une série de petites postures très modestes, mais qui sont des petits enseignements pour nous. La première des postures, c'est d'essayer de maintenir l'existant, de ne pas créer de déchets par exemple. Donc là, on est à Gand. Un ancien site portuaire qui va être abandonné. Donc la question est de le transformer en espace public. Et les architectes, pour le transformer, décident de tout peindre en blanc. Et donc nous, on vient travailler avec eux, avec un petit grain de sable, pour voir si on ne peut pas améliorer en tout cas cette question de maintenir cet existant. Donc on visite le site et puis on a un ingénieur qui se passionne pour les champignons, qui prend en photo tous les champignons sur les bétons et qui nous dit « Ah, celui-là, il est là parce qu'il y a telle acidité, il y avait ça avant, etc. » Donc on décide d'entourer toutes les choses qu'on trouve intéressantes. Finalement, il n'y a pas rien avant de recouvrir de blanc cet espace-là. Il y a des traces. Donc il y a une histoire qui se raconte. Et puis un autre décide de se faire commissaire d'exposition des graffitis, donc d'encadrer certains graffitis et de les protéger du coup de peinture, ou alors des textures de béton. Et puis on laisse peindre cet ancien site portuaire, et puis par effet de contraste, en fait, au lieu d'avoir un espace public tout blanc, on a encore mieux, on a presque une petite galerie d'art qui émerge et qui raconte finalement la profondeur du lieu. Et voilà. Donc ensuite, parfois on ne peut pas maintenir l'existant, mais on peut le déplacer sur site, le réemployer sur site. Donc c'est une autre posture qui est finalement très courante, de se dire qu'est-ce qu'il y a ici dans mon projet que je vais pouvoir réinstaller à un autre endroit. Donc là, on a une commande de la Fondation Lafayette à Paris qui veulent transformer ce bâtiment en fondation d'art. Donc vous connaissez peut-être la Fondation Lafayette. Donc c'est un bâtiment qui a été rénové par Rem Koolhaas, le bureau OMA. Et puis avant ici l'image du bâtiment rénové. Mais avant de le rénover, donc ils devaient fermer ce bâtiment pour les études, pour les travaux, donc pendant 2-3 ans avant que les travaux démarrent. Et nous ont demandé de faire une petite intervention avant la fermeture du lieu pour qu'ils organisent leur discussion, les prolégomènes. Nous, on trouvait que la commande était un peu déplacée, puisque finalement, avoir un lieu dans Paris à 15 000 € le mètre carré dans le Marais, muré pendant 3 ans, on pourrait faire mieux que juste une petite intervention pour une semaine. Et donc, on leur propose, pour le même budget que cette scénographie, d'ouvrir la fondation 3 ans plus tôt, et de faire une toute petite rénovation avec ces 30 jours de travail qu'on a. En tout cas, à prêter le lieu à recevoir des artistes. Donc on a un bâtiment comme ça. Donc ici on a une salle de classe avec ce plafond. Donc on décide d'intervenir, d'enlever le plafond, retrouver l'espace. Ici on a des petites salles de cours où la lumière a finalement été coupée en deux, l'arrivée de lumière par les faux plafonds. Donc on décide de bouger les faux plafonds pour retrouver une lumière d'atelier. Et puis de découper quelques murs comme ça pour transformer l'espace en un plateau avec quelques petits murets où on pourrait s'asseoir. Et puis le minimum de peinture là où c'est visible, vraiment dans l'économie de moyens. On ne peut pas toucher la plomberie, donc on entoure les radiateurs. À l'étage, il y avait un studio de mode avec un grand faux plafond comme ça, donc on s'est dit que ça serait sympa
finalement d'avoir une table pour faire des grands dîners, parce que dans Paris, pour recevoir des gens, c'est pas évident. Donc voilà, on l'a transformé, ce faux plafond, en un banquet pour recevoir une vingtaine de personnes. Alors le projet suivant va un petit peu plus loin, c'est d'évaluer le potentiel des éléments sur site. Donc voilà, quand on veut faire du réemploi, il faut savoir si les éléments s'apprêtent ou pas à l'usage qu'on va avoir. Donc ici, on a une commande de Paris Habitat, donc, qui rachète ces casernes à Paris, des casernes militaires qui sont transformées en logements. Les casernes vont être rénovées et puis une série de bâtiments vont être construits. Et la question est, est-ce qu'on peut réutiliser un maximum de matériaux issus de ces casernes dans les futures constructions? Donc c'est un contexte particulier puisqu'il y a 6 équipes internationales d'architectes qui travaillent dessus. Et nous, on est voilà, en assistance à maîtrise d'ouvrage à les aider à formuler et à réaliser leurs objectifs en termes de réemploi. Donc on vient avec nos outils, on propose d'abord de faire un diagnostic, un inventaire des éléments réutilisables. Donc, la question qui se pose ici, c'est de pas de lister tout ce qui est démontable, mais de prendre en compte une série de critères. Donc, par exemple, l'accessibilité du matériau, le phasage de chantier, est-ce qu'on peut venir le déposer avant que des travaux de démolition arrivent, la pollution, la toxicité, la qualité des matériaux, leur usure, le mode d'extraction par la fenêtre, par la porte, et est-ce qu'il existe une filière aussi qui reprend un marché pour ces produits? Et en considérant toutes ces données, on a pu classer voilà, une série de matériaux qui sont réversibles, qui sont démontables, mais qui ont aussi voilà, un potentiel plus ou moins élevé. Donc on peut dire comme ça aux commanditaires que si vous êtes feignant, vous faites les lignes d'en haut, réemploi plausible, où il y a un marché qui existe. Si vous êtes plus ambitieux, vous pouvez faire le reste. Mais donc voilà, l'inventaire sert à montrer ce potentiel de réemploi. Et comme des concepteurs, vous comprenez que si on ne voit pas la matière, on ne peut pas la manipuler. C'est un outil essentiel pour pouvoir manipuler cette dimension, la seconde main. Ici, vous avez une image d'un inventaire où on voit quelques informations nécessaires. Alors ça demande parfois de faire des études un peu plus poussées pour confirmer ce potentiel. Donc là, vous avez par exemple les ardoises qui ont retenu notre attention. Finalement, en regardant de près, on se rend compte que c'est des ardoises de catégorie B, pas des ardoises d'Anjou avec un minerai pur. Là, il y a des traces d'inclusion ferreuse, de la pyrite de fer qui rouille. Finalement, elles ont 20-25 ans de durée de vie. Là, elles étaient posées il y a 15 ans, donc ça ne vaut pas la peine de les remettre en œuvre en toiture, mais elles peuvent être réutilisées pour d'autres usages. Et donc, après quelques études poussées, voilà quelques matériaux qui ont passé un peu ces tests et qu'on propose de remettre en état pour montrer aux concepteurs et aux constructeurs, aux entreprises, que c'est possible de les rénover, les intégrer dans un projet contemporain. Donc, il y a ces 60 armoires en bois massif qui posent la question du décapage. Donc, on teste différents types de décapage, en trempage bain, mais qui fait sauter les plaquages. Sablage, décapage à la main. Ça pose la question de réintroduire dans un mobilier neuf des éléments, donc des éléments qu'on vécu. Ici, voilà, il y a les portes avec leur cadre qui a flambé, qui demandent d'avoir un détail avec un jour pour absorber ce flambement. Puis ici, on travaille sur des nouveaux rails ou charnières pour voilà, découper les portes en placards ou les réinstaller dans ce mobilier. Les architectes retiennent une solution et voilà, grâce à ces prototypes, les réintègrent dans les projets. Et on fait ainsi de suite pour tous les éléments. Donc les cloisons des sanitaires qui sont du HPL, donc c'est le High Pressure Laminate, c'est des feuilles de papier craft avec de la résine pétrochimique pressée à haute température. Donc c'est une aberration écologique, mais une fois que c'est là, il faut le garder. C'est increvable, ça résiste à 200 degrés, 180 produits chimiques. Voilà, c'est un super bon panneau de menuiserie en fait. Donc on propose ici de les déposer et puis de l'envoyer à la CNC avec un petit design pour le surévaluer, transformer du panneau en meuble. C'est un peu ce fameux upcycling, de lui donner une valeur ajoutée. Et puis donc le mobilier du Crous, du bâtiment du Crous, lui a pu être fait comme ça avec ces anciens panneaux des généraux.
Sans surprise, on gratte un peu, on trouve des pavés sous le sol, puisqu'il y en a souvent, en tout cas dans cette région, des pavés format napoléonien, donc c'est-à-dire 20 cm, 24 cm je crois, donc qui sont assez gros. On se rend compte que la mairie de Paris a un dépôt de voirie avec des outils pour réutiliser les éléments de voirie. Donc finalement, ça révèle qu'il y a des acteurs qui font du réemploi déjà. Et depuis 200 ans, à ce qui paraît en tout cas, la mairie de Paris fournit ces éléments de voirie et fait des marchés de pose, mais pas de fourniture. Et donc on les envoie là-bas pour les tailler. Et puis par chance, comme c'est des gros pavés, on peut les couper en deux, donc on multiplie les petits pins. Et pour faire voilà, la voie carrossable avec des pavés sciés au milieu et puis des pavés enherbés pour désengorger les sols. Et puis donc voilà, on a 360 radiateurs en fonte qui sont présents dans le bâtiment. Pareil, on se rend compte qu'il y a des revendeurs qui sont spécialisés uniquement sur le radiateur en fonte et qui proposent tout un service de reconditionnement, de tester l'étanchéité, même de garantir jusqu'à 20 ans cette étanchéité. On retrouve les carnets d'époque puisque c'est des produits très standards, très modulaires. Donc ça permet de calculer finalement la taille des tuyaux qu'on va mettre entre la chaudière basse température et ces nouveaux radiateurs. Donc zéro excuse pour les virer. Voilà, ils sont décapés dans des bains et remis en peinture. Les architectes trouvent ça intéressant et les réinstallent dans le projet. Mais bon, cette histoire pourrait être enthousiasmante, mais être une belle histoire, mais en fait, très peu d'éléments ont vraiment été réutilisés et réintégrés dans le projet pour différentes raisons. La première, c'est que comme ces lavabos, beaucoup ont été endommagés lors de la dépose. Et ça nous indique que finalement, il faut faire attention aux méthodes de dépose. Ici, la plupart ont été fendus, donc ils ont tous fini à la poubelle. Ils auraient pu être reconditionnés dans des bains, comme on fait à Bruxelles, et puis réinstallés avec un siphon neuf. On a fait déposer aussi ces luminaires un peu vintage qu'on proposait voilà, de relamper avec des LED, puisque ça se fait facilement, voilà, on a même le devis. Mais les ingénieurs n'ont pas pu calculer le coefficient de réfraction de l'abat-jour puisqu'on n'avait pas la fiche technique. Donc ces luminaires ont fini aussi à la poubelle. On a déposé une série de grilles et de rambardes, puisqu'une des architectes avait proposé de faire des petits mobiliers urbains avec. Mais ces rambardes ont disparu 2 fois, c'est-à-dire qu'ils ont été volés sur chantier, probablement pour aller se faire un billet à la fonte. Mais ce qui indique qu'il faut finalement sécuriser, trouver un endroit sécurisé pour ces matériaux qui ne sont pas des déchets, qui sont des produits bien sûr, donc qui ont une valeur marchande. Et puis voilà, le dernier coup de massue, c'est les opérations de déplombage. Aucun des matériaux déposés n'a été protégé pendant les opérations de déplombage. Donc l'ensemble des radiateurs, les 4000 m² de plancher ont reçu des particules de plomb. Et donc voilà, le phasage de chantier et la protection des éléments n'a pas été faite. Et donc on a jeté une grande partie d'éléments puisque ça demandait trop d'efforts à dépolluer. Mais finalement, je le montre assez fièrement, ces écueils, parce que c'est un très bon enseignement de savoir que le réemploi, ce n'est pas uniquement c'est démontable, on va le réutiliser, mais c'est toute une série d'attentions à tous les niveaux de la filière du projet. Et pour nous, c'était un très grand enseignement et je pense que ça en reste, voilà, ça reste des points d'attention pour des futurs projets. Ça nous a du coup interrogé sur la logistique et on s'est dit est-ce qu'on ne deviendrait pas acteur de cette déconstruction pour mieux comprendre et mieux encadrer toutes ces étapes de chantier. Et donc on abandonne notre casquette de designer pour devenir entrepreneur. Pourquoi j'ai mis... Ah oui, donc c'est une métaphore en fait. Donc vous connaissez probablement ce château qui est le château de Guédelon. C'est pas un château très vieux, il a été construit il y a 20 ans. Et ça, c'est marrant. Pourquoi on construit des châteaux forts du XIe siècle aujourd'hui encore? Parce que, ce que j'ai compris en tout cas, c'est que des historiens du XIe siècle spécialisés dans la construction médiévale se tiraient la bourre sur comment on fait un chour à faux, comme ça, non, pas comme ça, comment on construisait. Il y en a un qui a dit, moi je vais faire un château avec les outils et les méthodes de l'époque. Et par l'expérimentation, je vais faire 10 fours à chaud, je vais faire des fenêtres en peau de chèvre, etc. Je vais casser le caillou localement avec les outils, je vais faire mes clous comme on les faisait avant, pour comprendre finalement
comment se construisaient les châteaux au XIe siècle. Ben, nous, on a fait pareil, on a fait notre château à Bruxelles, donc on a ouvert une entreprise de déconstruction pour mettre la main à la matière, dans la matière et comprendre comment se fait le réemploi. Donc on a commencé à accepter des marchés de travaux comme ceci, donc des bâtiments qui vont être transformés. Donc ici on a, voilà, c'est un peu le bazar, mais on sait qu'il y a des carrelages en céramique, il y a des radiateurs en fonte qui sont plutôt de bonne facture. Donc vient la première question, le démontage. Comment on démonte ces éléments? Donc on fait des tests, on casse la première rangée pour avoir accès aux autres. Certains mortiers sont plus faciles que d'autres. Les éléments de début du siècle dernier sont très facilement réversibles. Après les années 70, on fait face à des cols qui sont plus durs que le matériau. On se rend compte qu'il y a de la casse. Si on vous dit, tiens, il y a 100 mètres carrés de carrelage à déposer pour ton projet, il faut peut-être en compter que 50 ou 70 parce qu'il y a toujours des éléments qui vont des pertes. On fait face aux questions de logistique, par où on va sortir la matière, comment on va la transporter, donc des petites caisses avec un lift, un ascenseur par la fenêtre. Et puis une fois qu'on a récupéré la matière, ça ne s'arrête pas là, parce que moi si je vous vends ce carreau avec le mortier, vous allez me dire je ne peux pas le poser, c'est pas possible. Donc il faut continuer le travail et tester des manières de décaper ces mortiers. Donc au début on essaie à la main, c'est trop long, c'est rébarbatif. Finalement on trouve une solution au vinaigre concentré à 21% où ils sont trempés pendant une semaine. Et puis remis en état. Et donc voilà, on a ces carrelages qui sont prêts à être réinstallés. Puis on va un peu plus loin, on retrouve la documentation de l'époque pour voir les calpinages qui sont possibles aussi avec ces matériaux, et puis d'où ça vient. Puis on encadre l'usure, puisque si on vient acheter ces carrelages, on va se rendre compte que certains ont des bris, d'autres non. Donc voilà, on fait une catégorie A pour ceux qui ont des bris de moins de millimètres, B pour ceux qui ont plus. Et puis on doit les empaqueter, etc. Et on se met à vendre une série de matériaux. Donc ici, vous avez les carrelages en céramique qui ont été réinstallés dans des projets ici. Des sanitaires, pareil, qui ont été réinstallés. Des matériaux plus contemporains. Donc là, on a une tour de bureau à Bruxelles, très très grande, avec beaucoup de caches radiateurs. Donc on en avait des milliers de pièces courbes comme ça, en multiplex avec une belle mélamine. Donc les designers adorent ça pour faire du mobilier. On démonte des éléments structurels ici, de poutres en lamellé collé, donc là on a demandé de découper pendant la dépose, qu'on utilise en mobilier. Et puis ça nous fait un premier catalogue de matériaux qui sont déposés en stock, issus de différents chantiers de la ville avec lesquels on peut travailler. Donc on est un peu libéré finalement du réemploi in situ pour pouvoir avoir plus de choix. Donc ici vous avez une image de notre nouveau lieu, on vient de déménager l'année dernière, on a commencé au tout début avec un entrepôt séparé des bureaux, et puis on a rejoint les deux activités parce que c'est quand même plus chouette de passer par le stock avant de concevoir son projet, aller voir ce qu'on a. Et puis on était dans un bail d'occupation temporaire, dans une ancienne chocolaterie, mais le problème c'est que pour une activité de logistique comme ça coûte trop cher de bouger tous les 4 ans 200 camions avec toute cette matière. Donc on vient d'emménager pour 30 ans dans un lieu à Bordet, dans la périphérie de Bruxelles, qui est un site plus grand de ce qu'on a besoin, mais qui nous permet finalement d'avoir des loyers bas en étant gestionnaire de site. Donc c'est un site de 14 000 m², des anciennes usines, des entrepôts de stockage de l'entreprise SKF qui fait les roulements à billes. Voilà, et donc en faisant ça, comme je vous le disais, ça nous donne une autre option que le réemploi in situ, mais on peut finalement aller se fournir sur d'autres chantiers en matériaux pour nos rénovations. Et donc d'éviter la casse déchets et production des nouveaux matériaux. Et donc ça ouvre la porte à une autre série de projets, des projets qui peuvent finalement intégrer des éléments de différents endroits. Donc une des premières postures, c'est de solliciter les ressources internes. Votre maître d'ouvrage a peut-être d'autres lieux et d'autres chantiers.
Et là, ce n'est pas un projet de Rotor, mais d'un architecte qui a vu notre exposition au pavillon de à la caserne de Reuilly, des matériaux qu'on réutilisait sur site, et qui a interrogé Paris Habitat sur les ressources internes, et qui, Paris Habitat leur a montré notamment leur stock de portes, puisque tous les ans, ils changent 500 portes palières, et ils les jettent. Ils changent aussi peut-être 1000 douches, 1000 lavabos, etc. Et donc les architectes se sont dit, bah, tiens, on a une richesse interne, il n'y a pas besoin en plus de l'acheter, elle est déjà dans les mains du propriétaire. Donc cet architecte a décidé de faire le mobilier, en tout cas de voir où est-ce qu'on pourrait créer du mobilier à partir de ces portes dans ces logements de Paris Habitat. Donc voilà un peu sur le modèle de ce qu'on a fait dans la caserne de Reuilly. Ils ont transformé ces portes en petits mobiliers de cuisine et étudiants. Une autre question qui se pose quand on fait du réemploi de chantier à chantier, c'est l'imprévisibilité de la ressource qu'on va avoir. Le moment où on dessine le projet, on ne sait pas quels sont les chantiers qu'on aura autour de nous. Et puis le moment où on dessine, il y a un gap entre le moment où on va concevoir, on va passer un marché de travaux pour réaliser le projet. Et peut-être que la ressource qu'on a vue à un instant T sera plus disponible dans 6 mois. Donc travailler avec le réemploi, c'est travailler avec l'imprévu. Et ce projet, c'est un projet qui montre justement quels outils on a mis en place pour encadrer, disons, cette imprévisibilité, puisque ça fait flipper tout le monde. Donc on a les abattoirs de Baumel à Namur, donc un ancien abattoir qui est transformé en centre culturel. Un premier lot de travaux est confié à un architecte pour rénover thermiquement le bâtiment. Et un deuxième lot de travaux est confié à nous, en tant que designer en tout cas, pour aménager l'intérieur. Et donc c'est un peu une coque vide qu'on reçoit comme ça. Et donc le concours, on l'a gagné avec ce type de document en disant on ne sait pas quelle sera la matérialité, mais on sait qu'il y aura tant de chaises, tant de placards, etc. Et donc on a fait des documents un peu expressifs, mais volontairement de ne pas montrer de matière. Voilà. Et par contre, l'avantage, c'est que ce projet sera avec un maximum de réemploi. Donc les commanditaires ont accepté. Et à partir de cette esquisse finalement un peu floue, on est parti à la recherche de projets, de chantiers de démolition dans Bruxelles qui pourraient meubler cet intérieur. Donc voilà, on a ce petit corner ici. Et puis au même moment, il y a un chantier d'une ancienne banque qui était dessinée par Christophe Givers, qui est un super designer. C'est une banque qui aurait pu durer 1000 ans, mais qui a été, comme d'habitude, démolie au bout de 50 ans, parce qu'elle était noire, ça portait le mauvais sort, donc ils ont voulu en faire une blanche derrière. Voilà, donc c'était des aménagements hyper luxueux. Là, on a ce plafond millefeuille super beau, du granit, etc. Voilà, très, très beau. Une cafétéria designée par ce designer, mais un peu dans son jus 70s, mais qui finalement correspond à ce qu'on a besoin. On a besoin d'une cafétéria, donc démontons les éléments et posons-nous la question de comment on peut changer de langage, mettre à jour un peu des éléments anciens, en tout cas de cette époque-là, dans un aménagement neuf. Donc voilà, notre équipe dépose tous ces matériaux. Et puis on réinstalle ici le faux plafond dans un endroit un peu neutre pour qu'il ressorte. On réadapte les banquettes. Voilà, certains panneaux en bois servent à faire la borne d'accueil. Les rails des plateaux de la cantine font des tables, etc. Et puis cette ancienne cafette est transformée ici en une nouvelle cafette. Et puis il y a une série d'aménagements intérieurs comme ça qu'il faut faire. Donc la maîtrise d'ouvrage a besoin de tables. Donc là, la posture a été de trouver des plateaux, enfin en tout cas un élément qui servirait de plateau en seconde main. Donc on a trouvé un grand lot d'isolants avec une mélamine par-dessus, donc qui sont assez légers, mais qui n'ont pas de bord. Donc voilà, on a proposé de réutiliser ces éléments pour en faire des tables. Donc
Une petite leçon, c'est que les éléments de réemploi nécessitent toujours un travail d'ajouter du neuf, une part de neuf, justement les remettre à jour. Donc ici, on s'est posé la question comment détourner un peu cet usage-là pour en faire une belle table. Donc on a fait voilà, les champs, travailler sur les champs de ces tables. Et puis on s'est inspiré des pieds qu'on a trouvés dans cet atelier pour faire une série de nouveaux pieds et faire des tables à partir de ces panneaux de réemploi. Puis vient les chaises, donc la maîtrise d'ouvrage nous envoie ce modèle de chaise, dit voilà, on voudrait celle-là, des chaises de design confortables, et on dit malheureusement il n'y en a pas en réemploi, mais ce qu'on vous propose de faire, c'est de regarder toutes les dizaines d'années quelles sont les chaises, les meilleures chaises de design, et regarder s'il y en a sur le marché de réemploi. Donc on tombe sur cette chaise Matrix, qui est une bonne chaise, empilable, et qui est finalement en profusion, notamment en Hollande. Donc on achète des lots variés. Donc ici on a un lot de 34 chaises bleues, puis il y a un lot de 6 chaises un peu plus chères de cette couleur. Mais en achetant les lots un peu de partout, finalement on réunit la quantité avec un même modèle alors ça c'est pas nous, c'est un peu la référence, pour pouvoir voilà, meubler avec des bonnes chaises de design mais en réemploi. Alors le prochain projet, c'est une autre posture, c'est de consulter les plateformes et pas aller nous-mêmes chercher ces matériaux sur d'autres chantiers, mais de voir est-ce qu'il y a des revendeurs sur des plateformes, Le Bon Coin, secondemain.be, etc. Et de se fournir à partir de ces gens-là. Donc ça étend encore plus notre périmètre d'action, disons. Alors on a une demande d'un festival de musique électronique à Bruxelles, Horst, qui est un super festival, de créer une grande toiture pour leurs événements. Alors avec vraiment pas un sou et en réemploi. Donc on regarde un petit peu ce qu'il y a en seconde main et notamment les serres en Normandie. Il y a un paquet de serres qui se vendent, pas loin de Bruxelles en tout cas, et qui sont voilà, à venir chercher, à démonter. Donc finalement on se dit que 3 serres comme ça peut faire une bonne structure, légère et pas chère. Donc on passe un week-end en Normandie. On vient démonter donc ces serres, c'est un jeu de mécano, hein, c'est un peu comme l'archi mais à l'envers. Il faut faire attention à démonter les bons éléments en premier pour pas que ça nous tombe dessus. Puis ensuite il faut organiser, disons, le démontage pour faire une notice de démontage pour savoir comment on va les remonter. Donc là il y a des collaborateurs qui sont en train de noter les pièces, de faire ce petit manuel. Et puis on envoie un camion pour aller les livrer à Bruxelles. Et là, encore une fois, les éléments de réemploi nécessitent toujours une adaptation à leur nouveau contexte. Donc ici, on a un décaissé comme ça, et puis les serres sont un peu basses, donc on décide de créer des poteaux neufs, de sceller des poteaux neufs en gris clair pour poser la serre réutilisée dessus et avoir cette grande charpente. Voilà, et qui a permis depuis 2 saisons maintenant d'accueillir le festival. Et donc si on regarde un petit peu, depuis bien 10 ans au moins, ou 12 ans, on fait la liste des annuaires en ligne, plutôt des plateformes de réemploi, des sites de seconde main comme Le Bon Coin, et on se rend compte que tous les ans, il y en a une nouvelle qui propose un service de réemploi. Voilà, il y a des spécialistes qui proposent des services un peu plus poussés. Mais la conséquence, c'est que les architectes ont du mal à travailler avec ça. Aller chercher eux-mêmes la matière, ce n'est pas leur métier. Puis ils en ont besoin 6 mois après, le moment où ils la voient. Donc qui va aller la chercher? Qui va la stocker? Qui va la préparer? Et donc là, la posture suivante, c'est de trouver des professionnels du réemploi, des fournisseurs qui, eux, stockent la matière et la préparent. Et on se rend compte en 2011 qu'autour de Bruxelles, donc dans Bruxelles, il n'y a aucun revendeur, mais en 2011, parce que maintenant il y en a, mais autour de Bruxelles, dans la campagne, là où le foncier est pas cher, il y a des entrepreneurs, différents types d'acteurs qui sont parfois des négociants en matériaux anciens, des démolisseurs qui ont des champs, qui stockent. Et on propose de les recenser et d'aller les voir pour finalement travailler avec eux. Ce travail a été étendu et un peu partout, finalement, on a ce même constat. Donc là, à Toulon, on a aussi une bonne grappe de revendeurs, probablement ceux qui revendent les tomettes aussi et les démolitions des mâts de Provence.
Bien évidemment, ce n'est pas cette Green Revolution 2.0 qu'on attendait, la start-up du réemploi, mais c'est plutôt ce type d'acteur-là, BCA Matériaux Anciens, qui ne parle pas de réemploi, mais qui parle de patine, de caractère, d'histoire. Mais finalement, qui a en stock une série de matériaux. Donc pourquoi pas travailler avec eux, qui est capable d'extraire des éléments de réemploi dans différents contextes, de les stocker, ici, voilà, avec des stocks assez conséquents même, et puis de les retravailler pour livrer dans des nouveaux projets. Donc ici, on a une image d'un bâtiment universitaire à Cambridge, dessiné par Sissa Architectes, donc les archis à la mode, qui ont réussi à intégrer habilement des anciens planchers wagons en façade, tout en respectant les enjeux d'aujourd'hui de construction, sans que ça passe non plus pour un bâtiment ancien. Et on se rend compte qu'il y a des spécialistes de la brique qui, tous les jours, extraient et revendent des briques pour des constructions nouvelles. Des spécialistes de la fenêtre qui sont capables de vendre des fenêtres double vitrage, triple vitrage, qui ont du choix dans les cadres, etc. Des spécialistes d'antiquité, ici de menuiserie ancienne, capables de fournir une façade en seconde peau pour un marché hyper conséquent, qui est une institution européenne ici, le Conseil de l'Europe, qui a été fait à partir de châssis de simples vitrages qui ont été assemblés. Et en faisant une deuxième peau, finalement, ça permet de gérer cette contrainte de l'isolation thermique avec ce simple vitrage qui est à l'extérieur et l'isolation qui est dans la deuxième peau intérieure. Et ça nous fait un deuxième catalogue, en fait, plus large, de revendeurs qui stockent la matière. Et donc, sur base de tous ces enseignements, on se dit, est-ce qu'on ne pourrait pas aller un peu plus loin et puis aider la filière généralement à se constituer et répondre aux obstacles que rencontrent les architectes. Donc nous, on est arrivé avec une série de postures assez modestes, dans des petits aménagements, des contextes de design d'intérieur, des petites choses comme ça, à répondre différemment à ces phénomènes d'obsolescence. Et puis, qu'en est-il du business as usual des architectes qui se confrontent à cette question dans des marchés de travaux publics voilà. Et donc, on constate une série de problématiques, d'obstacles. Le premier, c'est que le secteur manque de visibilité. Alors, on décide d'essayer de répondre à ces questions. Qui sont les acteurs du réemploi? Quels services ils ont? Comment ils sont structurés? Quel type de matériaux ils revendent? Qu'est-ce qu'on peut faire comme projet avec? Une deuxième catégorie de questions, c'est qu'on a des difficultés à extraire cette matière, à organiser la déconstruction soigneuse. Donc voilà, on décide aussi de répondre à ces questions, d'organiser cette récupération, de comment on le prescrit dans les marchés de travaux. Et puis une troisième catégorie, c'est qu'on constate aussi la difficulté à les réintégrer dans les projets. Donc, par exemple, comment on formule un objectif en termes de réemploi, comment on encadre la performance des matériaux, comment on les met en œuvre, comment on s'assure, comment on garantit l'assurabilité des matériaux, etc. Et donc, à partir de ces questions, on décide de répondre à un appel à projet européen, Interreg. Donc, c'est des fonds européens qui visent à faciliter la cohésion entre deux régions d'Europe. Par exemple, le Sussex en Angleterre, avec le réchauffement climatique, qui se met à faire du champagne, il va se mettre avec la Bourgogne, enfin plutôt avec Reims, ce territoire, la Champagne, pour échanger les pratiques, pour dire tiens, peut-être qu'on va voir comment tu peux m'aider à structurer ma filière de Champagne. Là, on fait pareil avec le réemploi, donc avec une série d'acteurs institutionnels, donc des universitaires, des associations, des bureaux d'études, voilà, le CSTB, des choses comme ça. Vous avez une image des réunions ici, donc c'est un cadre international avec en haut les Anglais que personne ne comprend parce qu'il n'y a que des Français en face, des Belges qui ont toujours trois têtes, parce qu'il y a les Flamands, les Wallons et les Bruxellois, donc c'est toujours le bazar, des Français qui font des blagues pas drôles sur les Belges. C'est un peu ce contexte drôle et un peu lourd en même temps, parfois qui avance très lentement, mais qui finalement réunit autour de la table une série de postures différentes, d'agendas différents, avec des institutions qui se posent la même question. Donc,
Voilà, je vais vous présenter une série de livrables, en tout cas, de réponses qu'on a fait et qui sont disponibles en ligne, puisque tout ce travail est aussi open source, puisqu'il est financé par des fonds publics, pour répondre notamment à ces questions, donc qui sont les acteurs du réemploi. Vous avez eu un petit aperçu, et on se rend compte, voilà, en les visitant, qu'il y a différents profils. Il y en a qui sont très spécialisés, par exemple que sur le pavé ou la fenêtre. Il y a des généralistes, des démolisseurs qui, eux, ont un peu le tout venant de leur chantier. Il y a des profils plus antiquaires qui vendent ces histoires et cette patine. Des entreprises qui, je l'ai dit déjà, qui font de la démolition et récupération. D'autres qui sont investis plutôt dans l'accès aux travaux pour des bas revenus, donc des organismes caritatifs. Et puis d'autres récupérateurs urbains qui sont plutôt motivés par la question écologique, souvent des jeunes qui se mettent à ça. Et puis on vient étudier de près quels sont leurs services et on se rend compte que ces revendeurs finalement ont un service de stockage, ce qui est essentiel pour pouvoir remettre en œuvre les matériaux entre la déconstruction et la reconstruction. Ils trient les matériaux, donc peuvent livrer certains types de produits, et puis offrent tout un niveau de service, de nettoyage, de conditionnement, de savoir-faire sur leurs matériaux. Donc voilà, ils trient les briques qui sont mauvaises, les nettoient et les découpent, et puis offrent des conseils. Donc finalement, déjà des acteurs qui sont peut-être un petit peu, qui n'ont pas l'air des nouveaux acteurs, voilà, qui sont des gens qui sont là installés depuis longtemps, mais qui offrent le service le plus abouti en réemploi qu'on ait vu actuellement. On va un peu plus loin, on se demande comment ils sont structurés, on fait une analyse statistique de la filière, donc on se rend compte que 99% des acteurs sont des micros ou des petites entreprises, donc ça montre un peu les types d'acteurs et la difficulté qu'ils peuvent avoir à travailler avec des gros marchés. Le chiffre d'affaires moyen est entre 50 000 et 500 000 annuels, donc ça montre encore un peu cette échelle. On regarde un petit peu dans le nord-ouest Europe, donc c'est ce territoire qu'on a vu qui est le Royaume-Uni, Benelux et le nord de la France. Cette filière représente finalement 500 millions de chiffre d'affaires et 7 000 emplois, donc ce qui est un argument finalement un peu de taille pour l'Europe, pour dire voilà, il y a une vraie promesse d'emploi et il y a quand même un secteur qui est petit mais en croissance. On regarde leur activité et les matériaux qu'ils vendent et la taille des stocks. Et puis on décide de répondre à ces questions-là par un annuaire en ligne, donc opalis.eu pour Nord-Ouest Europe, et puis le Royaume-Uni, c'est SalvoWeb, où on peut répertorier tous les revendeurs qu'on a visités. Donc actuellement, il y en a plus de 900, qui montrent que, en fait, il n'y a pas de raison si on veut faire du réemploi, il y a des professionnels qui existent. Il n'y a peut-être pas tous les matériaux, mais il y en a un peu dans toutes les régions. Et on met à disposition ces informations sur cet annuaire suite à leur visite. Et puis cet annuaire devient un peu plus copieux et un centre de ressources où on met des projets exemplaires qui ont travaillé avec ces revendeurs et puis tous les livrables que vous allez voir. Donc le deuxième obstacle, organiser l'extraction des matériaux, comment on fait? On vient aussi répondre ici avec un guide, se poser la question quels sont les critères pour reconnaître les matériaux réutilisables dans ces types de contextes. Donc voilà, finalement, j'en ai cité tout à l'heure, lors du démontage de la caserne de Reuilly, des questions d'usure, des questions de quantité, est-ce qu'il existe un marché, quel est le prix du matériau en neuf, des questions de pollution. Donc ce guide répond un peu à toutes ces questions que vous vous posez quand vous voulez évaluer le potentiel. Et puis on fait des opérations pilotes où on applique un peu ces méthodes pour voir les tester. Donc ici on est à Strasbourg sur un bâtiment, un ancien hôpital qui est transformé avec des aménagements un peu anciens comme ça, qui sont des très bons candidats pour les revendeurs. Et donc on teste les outils, réaliser un inventaire, vous avez déjà vu, faire des tests de démontage, sonder le marché. Et donc toutes ces questions sont finalement encadrées par ce guide et données voilà, comme une méthodologie pour les concepteurs. Puis après, on va un peu plus loin, comment prescrire la récupération des éléments de réemploi. Ça devient un peu technique, je vais assez vite dessus, mais voilà, quel type de marché de travaux, une obligation de moyens, une obligation de résultats. Par exemple, ici,
On a fait ce tableau de synthèse des éléments qu'on a inventoriés sur l'hôpital à Strasbourg. On a catégorisé encore ceux qu'on trouvait avec un plus grand potentiel. Et ceux qui sont en A, finalement, la maîtrise d'ouvrage a fait une obligation de résultat, de dire minimum 80% de radiateurs devront être récupérés, 50% de volume de bois. Mais ce travail d'écriture a été possible parce qu'on a consulté la filière qui nous ont dit oui, non, ça m'intéresse ou pas. Et pour pouvoir faire ce travail-là, il faut donc ces préalables. Et puis dans d'autres cas où on n'est pas sûr, on peut avoir d'autres routes comme l'obligation de moyens, de montrer des efforts pour le réemploi sans avoir forcément un résultat attendu. Et donc ça a permis sur ce chantier ici d'organiser très facilement le réemploi puisque c'était bien écrit et l'entreprise a voilà, mis en œuvre sur son chantier la dépose de ses carreaux, a contacté un revendeur qui est venu chercher, qui les revend ici aux Pays-Bas. Et puis pareil pour tous les autres éléments, donc là on a le bois de charpente qui est parti chez un autre vendeur. Et voilà, on a documenté en fin d'opération, et puis 51 tonnes de matériaux ont été extraits hors site vers d'autres repreneurs. Et puis la troisième question, finalement la dernière avec laquelle je finirai, c'est mettre en œuvre le réemploi. Ça pose toute une série de questions. Comment on formule des objectifs, comment on prescrit ces matériaux. Donc pareil, ici, on vient de livrer ça le mois dernier, qui est des guides pour formuler un objectif en termes de réemploi et le suivre dans le projet, avec 32 projets qu'on a étudiés, qui ont déjà été réalisés. Et on est allé regarder quel était le taux de réemploi par lot de travaux, donc dans la structure, dans la finition, par rapport à leur programme et à leur taille. Et puis on a développé aussi une roadmap, un guide pour les autorités publiques qui veulent mettre finalement un plan de réemploi dans leur territoire. Et donc dans ces guides, voilà, on trouve un peu cette méthodologie qui explique, commençons par distinguer les flux entre les flux et les stocks. Donc on a ce qui est maintenu, c'est du stock, et ce qui n'est pas maintenu, c'est du flux. Et parmi les flux, distinguons les éléments qui sont réemployés, des éléments qui sont recyclés, des éléments qui sont jetés, afin de pouvoir dire, voilà, j'ai préservé tant de pourcents, j'ai récupéré, donc extrait tant de matériaux, et puis j'en ai intégré tant issus du réemploi. On décrit un petit peu quel type d'objectif on peut formuler quand on veut faire un objectif en réemploi. Des objectifs qualitatifs, quantitatifs, spécifiques ou ouverts. Voilà. Est-ce qu'on va dire je veux 2% de réemploi ou faire des efforts en réemploi, atteindre un seuil particulier ou maximiser la récupération. Et puis aussi, quelle partie du projet est concernée? Est-ce que c'est un objectif sur tout le projet ou sur une seule partie ou un lot spécifique? Et en fait, c'est des vraies questions que se posent les maîtrises d'ouvrage aujourd'hui, parce que si on dit, par exemple, la taxonomie européenne définit un investissement vert comme 15% de réemploi, c'est ce qu'ils veulent faire. Et 15% de réemploi, c'est impossible, sauf pour les bâtiments de moins de 100 mètres carrés. Mais 15% de réemploi, vu l'état actuel des filières, nous, on n'arrive pas à un bâtiment de 2000 mètres carrés à faire 15% de réemploi. Donc finalement, formuler le bon objectif, c'est s'assurer que le réemploi va se faire et pas se tirer une balle dans le pied. Et donc, voilà, cette documentation un peu technique est assez importante pour répondre à quelle unité, quelle masse on va prendre, CO2. Alors, si on a déjà prévu de faire une analyse de cycle de vie, on peut peut-être calculer l'objectif de réemploi en CO2, mais si on n'a pas prévu de faire ça, ça va être trop lourd. Alors, peut-être qu'on va prendre le volume financier ou la masse, qui ont des inconvénients et des avantages. Voilà, quel seuil viser. Et puis ainsi de suite, voilà une série de guides, celui-là, pour prescrire le réemploi dans les marchés de travaux. Donc comment on fait dans un marché classique, comment les marchés de conception et réalisation peuvent faciliter l'acquisition des matériaux. Le moment où on conçoit, on peut l'acheter en même temps parce qu'on est dans ces types de marchés. Comment on fait pour acheter des fournitures si la maîtrise d'ouvrage voit un gros lot de matériaux qu'il veut absolument acheter et que l'architecte, ce n'est pas son rôle d'acheter. Comment on fait pour faire un marché de travaux là-dessus? Des accords cadres ou encore d'autres idées comme les marchés avec un lot zéro, un lot dédié au réemploi, un acteur qui s'occupe de collecter la matière, de la préparer,
et de la fournir, la revendre à l'entrepreneur qui va faire les travaux. Voilà, donc je pense en tout cas les étudiants et étudiantes, c'est peut-être un petit peu complexe, mais c'est bien, ça vous montre aussi voilà, d'autres réalités du métier. Et ce petit grain de sable, en fait, qu'est le réemploi, qui vient gripper à chacune des étapes. Et donc notre but, c'est de venir voilà, interroger à chaque fois que ça grippe. Comment on se fournit, ça on est expert maintenant, on sait, sur le chantier. On fait une 32 fiches sur les matériaux les plus courants dans la filière pour donner toute la documentation technique, comment on les extrait, comment on les remet en œuvre, les DTU, etc., etc. Donc il n'y a aucune raison finalement de jeter ces matériaux, ces 32 matériaux. Il y a tout le savoir-faire derrière pour les réintégrer avec toutes les prescriptions possibles. Sur l'assurance, on réunit des assureurs, on pose la question de l'assurabilité. Et finalement, on se rend compte que l'assurabilité, c'est la maîtrise des risques. Et maîtriser les risques, c'est très flou. Et ça peut être très facile dans certains cas. Il y a plein de cas où le réemploi est facile. On leur pose la question, tiens, dans le patrimoine, quand une entreprise change une poutre d'un endroit à un autre, c'est du réemploi et on ne l'emmerde pas avec des questions d'assurance. Et en fait, finalement, ils nous disent, non, c'est vrai que les entreprises qui font ça depuis longtemps, elles n'ont pas eu de problème, donc elles ont maîtrisé les risques par leur savoir-faire. Donc, on sait qu'il y a des entreprises qui, finalement, ça ne pose plus de problème. Voilà, donc on étudie un peu les bonnes pratiques. C'est un exemple singulier, mais pour dire que finalement, l'assurabilité, ce n'est pas un grand frein. C'est un grand frein pour certains cas, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont possibles pour assurer les ouvrages en réemploi. Et sans surcoût, pas toujours. Voilà, et puis toute une série de guides encore sur les labels des BREEAM, etc. Comment s'intègre le réemploi là-dedans, les outils digitaux et le réemploi, les outils qui calculent l'impact du réemploi dans le projet, des guides pour chaque corps de métier, comment le réemploi va poser une question particulière aux couvreurs, aux charpentiers, aux maçons. Et puis d'autres sujets un peu plus culturels, fashion et réemploi, produits et déchets, les traitements de surface, toute une série de questions finalement de la culture du réemploi et qui sont testées encore dans plus de 40 opérations pilotes. Et je finirai par celle-là qui est un projet qui a un peu pris leçon de toutes ces recherches, qui est une association qui s'appelle Zineke à Bruxelles, qui fait des chars de parade tous les 2 ans et qui a des ateliers de formation en chaudronnerie et qui a acheté ce lieu-là et qui veut le rénover finalement en réemploi, donc qui nous appelle pour les aider. Et donc là, il y a un mur pignon qui doit disparaître et pour faire une extension, donc qui dit refaire une façade, 10 fenêtres. Donc là, par exemple, on vient chercher sur le site Opalis des fenêtres en seconde main. Donc chez ce revendeur hollandais, l'avantage, c'est qu'il a du choix. Il a un catalogue où il décrit ces types de châssis, les prix, les quantités. Donc à partir de ça, on peut commencer à travailler. Vient la première question, le permis de construire. Comment on donne aux administrations le détail de la façade, sachant qu'on ne sait pas si les fenêtres qu'on a vues ici seront disponibles dans un an, le moment de la construction. Donc là, on fait une belle lettre avec un dessin qui encadre cette souplesse, en disant les fenêtres seront de cette taille-là maximum ou cette taille-là minimum, mais elles seront en réemploi. Alors c'est une façade sur cours, c'est pas sur rue, c'est quand même un peu plus facile. Et finalement, voilà, le dessin qui prévoit cette souplesse permet d'encadrer le réemploi et de donner des informations à l'administration. Et puis rebolote, après il y a le permis, le marché de travaux. Donc comment on dit à l'entrepreneur quelles fenêtres doivent être achetées si on ne sait pas lesquelles ça sera. Donc là on encadre encore le réemploi avec un peu de souplesse en disant la performance énergétique elle doit être au rendez-vous, mais la couleur on s'en fout. Si elles sont roses ou bleues, tu proposes 3 échantillons, mais on veut qu'elles soient par contre toutes homogènes. Les largeurs, etc., l'état d'usure. Donc finalement c'est un grand exercice de souplesse de demander d'encadrer ce réemploi, mais on a certaines certitudes. Et le moment venu, ça nous permet, cette souplesse, de revenir visiter le stock du revendeur, d'avoir tout ce choix de vantaux, de fenêtres, et puis de dessiner la façade et de proposer aux commanditaires la meilleure façade qu'ils préfèrent en réemploi.
Voilà, c'est fini. Le permis de construire, tu nous montres la dernière façade là. Ouais. C'est dans quel pays ça? C'est en Belgique. Ouais, c'est à Bruxelles. Ok. Je l'avais pas entendu. Ouais, il y a eu un petit twist parce qu'il y a une des fenêtres qui a été renversée comme ça au dernier moment, mais j'ai pas suivi le chantier, mais la gouttière, enfin la goutte d'eau ne pose pas de problème en tout cas. Du coup, par rapport à tout ce qui est les réglementations, les catalogues que vous faites, etc., ce sont tous des projets européens? Alors au début, c'est des financements régionaux. C'est Bruxelles Environnement qui nous a beaucoup soutenus au début et qui a même été OK qu'on aille chercher au-delà de la région bruxelloise des informations comme des revendeurs à visiter. Et donc c'est premièrement des financements un peu locaux. Et à un moment, en 2018, voilà, on est allé chercher des financements européens, ce qui a quand même des conséquences. Je ne recommande pas à tout le monde de faire ça, parce que ça demande un vrai savoir-faire. Et on a investi, je pense, une bonne année de travail pour monter ce dossier, la première année, donc sans à perte. On ne sait pas si on va récupérer notre gain, puisque les taux de succès ne sont pas très élevés. C'est des candidatures, des appels à projets avec des réglementations très précises. Il y a plusieurs programmes, ils ont chacun leurs règles. Donc ça demande de connaître les règles comme, comme le permis de conduire, quoi. Et avec des logiques bien particulières. Donc de transformer son projet un peu dans ce qu'ils veulent. Et puis c'est aussi des risques financiers parce que ces projets-là, par exemple, Interreg finance les assos ou les institutions publiques à 60%. Donc il faut trouver les 40% complémentaires. Donc quand on est une organisation publique assez grosse, on a les reins solides, on a la trésorerie, c'est tout bénef. Et pour des petites assos comme nous, finalement, c'était l'équivalent de 400 000 € par an, c'était un tiers de notre chiffre d'affaires, ou même la moitié, qu'il fallait avancer. Et on l'avance sur une année. Et le moment, à la fin de l'année, on donne les preuves de nos frais. Et là, on n'est pas sûr que les frais soient remboursés en plus. Donc si on se trompe, qu'un frais a été mal dépensé, on peut avoir un vrai problème de trésorerie. Donc ça demande de faire des emprunts, etc. Ça demande de changer notre pratique avec de la comptabilité analytique, ce qui a fait broncher un peu tout le monde, puisqu'avant on était un petit peu plus flou sur qui faisait quoi. Et là, de compter ses heures, etc. Donc voilà, ça demande c'est un peu technique, mais ça demande un vrai savoir-faire qui est malheureusement pas très accessible à des petites structures, alors que les petites structures ont des vraies choses à apporter, quoi. Donc voilà, on en recommence un deuxième là en novembre, on attend la réponse. Maintenant, ça fait 5 ans, on est un peu maso aussi, mais ça fait 5 ans qu'on a exploré un petit peu les arcanes de ces choses-là, donc ça va. Mais le prochain projet européen, donc là, on a travaillé pendant 5 ans, s'il passe, parce qu'on attend la réponse, ça serait d'aider des autorités publiques à structurer leur plateforme de réemploi dans leur territoire. Donc par exemple, une ville qui souhaite pour 10 ans construire une plateforme dans le cadre d'un chantier de démolition d'une ZAC. Une autre qui a un dépôt de voirie qui voudrait profiter de ce dépôt de voirie pour mettre d'autres éléments. Une autre qui a une typologie de matériaux très répétitifs sur son territoire, comme je sais pas, les maisons à Lille, dans le nord de la France, qui sont des maisons en briques, qui voudraient faire une plateforme spécialisée sur ces éléments. Un autre qui voudrait déléguer à un acteur, elle achète le foncier, elle délègue voilà, une plateforme de réemploi. Donc la prochaine étape, c'est d'essayer d'aider à constituer l'infrastructure pour voilà, faire un peu aussi encore un manuel européen sur comment on fait pour monter sa plateforme de réemploi. Ça, c'est... je parle peut-être un peu trop vite parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu la réponse, mais... Et du coup, est-ce que ça a un écho avec le fait d'avoir une demande plus importante en direction des projets? Vous sentez que ce travail
de fourmi, on voit bien que c'est quand même un travail hyper méticuleux, hyper important, qui demande du temps enfin, les rendus qu'on a pu apercevoir là, et dont la plupart sont en open source, j'ai vu. Est-ce que ça permet de passer plus facilement à l'acte? C'est souvent la question qu'on se pose, nous on voit sur les missions de conseil qu'on fait aux collectivités. Souvent il y a l'envie, etc. Mais le passage à l'acte est une chose qui est extrêmement compliquée et du coup on va nous aussi à notre niveau chercher des points de relais pour aider à passer à l'acte. Mais voilà, est-ce que ces guides-là sont des outils qui... Alors on espère et c'est un travail qui est fait pour toute la filière. Donc nous on l'utilise, mais avant tout c'est pour les professionnels du bâtiment. Donc on a souvent des retours quand même de professionnels qui utilisent et qui disent ah c'est super bien cet annuaire, ces choses-là. Donc visiblement je pense que ça aide beaucoup. On a nous-mêmes une activité de conseil, une petite activité, mais donc on applique ça sur nos projets. Et c'est vrai qu'entre la caserne de Reuilly, on était sur du réemploi in situ, on n'avait aucune connaissance des acteurs du réemploi en France. Donc on n'a fait que du réemploi in situ. Cet annuaire, ça a permis de montrer qu'il y a 300 entreprises en France et donc maintenant de faire plus que le réemploi in situ, de trouver des repreneurs ou d'en acheter chez eux en France. Donc on a des projets qui ont pu finalement dépasser ce réemploi in situ pour avoir une construction neuve. On peut fournir des éléments de réemploi. On a testé quand même sur 40 projets, des cas pilotes, ces outils. Donc on a eu pas mal de succès, on en a vu 2. Mais voilà, il y en a qui ont plus ou moins bien marché, mais à différents niveaux. De faire des accords cadres pour des fournitures d'éléments de voirie, de dire sur un territoire, on va mettre 1% de réemploi dans tous les projets, comme d'intégrer dans un petit centre de danse des fournitures. Finalement, tous ces outils ont permis à chaque fois d'aider un peu. On a un charpentier métallique dans le nord de Paris qui s'appelle General Metal Edition qui nous a dit en fait votre fiche technique sur le réemploi d'acier, ça m'a permis de passer au réemploi parce que j'avais toute la documentation, j'ai plus à m'embêter. Et maintenant, lui propose en tant que charpentier des ouvrages en réemploi assurés. Il a montré le procédé à l'assureur, etc. Donc je pense que ça a aidé, j'espère en tout cas, et c'est notre devoir de montrer aux financeurs européens les retombées. Donc si vous avez des succès avec ça, n'hésitez pas à nous les partager. Ouais, je pense que ça... En tout cas, c'est en open source, c'est des guides, des méthodes, ce n'est pas des choses à copier-coller, c'est-à-dire que c'est plutôt des points d'attention. Donc ça a été fait à une échelle européenne pour s'appliquer à différents territoires. Donc l'avantage, c'est qu'ils mettront un peu de temps avant d'être obsolètes, disons, et ils sont très adaptables à différents contextes. Et il y a des contextes plus locaux qui finalement précisent encore ces outils-là et se basent là-dessus pour l'adapter à un registre de cahier des charges déjà écrit, comment on prescrit tel type de matériaux, tel type de matériaux. Merci. Pas de questions? Une question concernant la maîtrise d'ouvrage. Est-ce que c'est toujours une volonté de la maîtrise d'ouvrage de partir sur du réemploi ou est-ce qu'en tant qu'assistant maîtrise d'ouvrage, vous arrivez des fois à faire basculer une maîtrise d'ouvrage qui n'était pas dans du réemploi vers ce processus-là? Alors, le premier élément de réponse, c'est que actuellement, vu l'état des filières et de cette pratique qui est quand même un peu balbutiante et marginale, moi je recommande plutôt de trouver les bons contextes pour faire du réemploi. C'est-à-dire que si on a une maîtrise d'ouvrage qui ne veut pas de réemploi, vaut mieux pas s'y mettre parce que vous allez lutter. Et j'ai déjà vu des burn-out sur des engagements qui n'ont pas pris. Si le timing du chantier est vraiment trop court, si l'entrepreneur et je sais pas, il y a trop de problèmes sur le chantier, choisissez d'abord un contexte favorable. Les amis de Bellastock parlent des 3 mousquetaires, là, la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et l'entrepreneur. Il faut que les 3 mousquetaires ils soient ensemble et qu'ils ne se battent pas ensemble pour faire du réemploi actuellement. Néanmoins, dans certains contextes où on n'a pas forcément demandé, mais même dans des contextes où on a demandé, ça peut valoir la peine de proposer
voilà, cette question-là, mais de l'aborder de manière très modeste et très encadrée. Parce que voilà, si ça devient une ambition un peu trop grande, ça peut créer des barrières, des frustrations, des engueulades. Donc, commencer par exemple à dire on va faire une petite crédence de cuisine, un petit sol dans le hall d'entrée, quelque chose de modeste, mais qui va créer un grand enthousiasme. Et de partir de là, je pense que c'est plus productif que d'aller voilà, un peu dans l'art, il faut changer la planète, etc. Il faut maintenant changer nos pratiques. Mais voilà, de singulariser les gens avec cette pratique, d'habituer les gens avec cette pratique. Puisque si on va mettre un lot de carrelage à l'entrée, tout le monde va devoir se poser la question de comment on l'achète, lequel. Il y en a le moment venu, tu dois me proposer 3 échantillons, quel impact sur le projet. L'entrepreneur, attends, tu me donnes la fourniture et moi je fais un contrat de pause, mais je me paye sur la fourniture aussi. Il y a toutes ces questions derrière. Donc faire une petite chose. Les arrêtés de porte, il n'y a pas de raison de ne pas faire d'arrêtés de porte en réemploi, là, c'est rien ça. Commencer par ça et essayer de créer un grand enthousiasme comme ça pour qu'après, la fois suivante, peut-être ils se disent en fait, c'était pas si dur, on peut y aller. Moi, je recommande de faire un peu comme ça. Néanmoins, voilà, il y a des pionniers qui sont prêts à payer aussi un peu les pots cassés et à mettre des leurs. Et puis, il y en a qui sont plus habitués. Voilà, on sait que des grosses maîtrises d'ouvrage ont des services internes avec des modes de marché ou des prescriptions qui sont déjà plus élargies, ou voire des ressources internes. À la mairie de Paris, je sais qu'ils ont des registres de spécifications pour le réemploi de leur sol qui sont déjà écrits. Une petite mairie n'aura peut-être pas ça. Donc voilà, il y a des compétences internes aussi à évaluer. Mais si vous prenez le cas du recyclage, par exemple, ça a commencé avec Denis Midos dans les années 70. Il faut faire du recyclage. Ça a mis 30 ans à s'installer ces pratiques, à avoir des containers différents, de trier le verre, de trier le métal. Et là, le réemploi, c'est peut-être pareil. Il va falloir attendre un peu avant que ça devienne une pratique plus courante. Donc voilà, je pense qu'il faut faire attention dans ces démarrages à la phase de rodage, quoi. J'ai une question sur quelle typologie de projet vous êtes amené à travailler. J'ai l'impression que c'est beaucoup du tertiaire, mais est-ce que vous avez déjà travaillé pour du scolaire, de l'hospitalier, des équipements sportifs, des choses un peu plus spécifiques? Il y a peut-être plus de normes de construction. Enfin, je me posais la question. Oui, alors on a déjà travaillé. Alors sur du scolaire, là, il y avait un bâtiment. Non, c'est du logement, mais j'ai montré, logement étudiant. Globalement, il n'y a pas de... Enfin, on pourrait travailler un peu sur tout, mais c'est vrai que l'hospitalier, à mon avis, c'est un peu compliqué, mais on n'a jamais eu la demande. Mais par contre, la fin de vie d'un hôpital, ça peut être un sujet de gérer ça. Mais en tout cas, vous avez eu plein de petits projets. Ça, c'est nos projets de design. Mais en accompagnement, il y a du logement, oui, du tertiaire. L'industriel, on ne le fait pas, mais ça se fait. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, les entrepôts agricoles. On en trouve beaucoup sur Agri-Affaires, seconde main, etc. Des lamellés-collés, des serres, etc. On a réalisé une charpente en lamellés-collés réutilisée d'un hangar agricole pour Bruxelles Propreté. Donc il y a des possibilités là-dedans. Les équipements, ça, c'est pas un problème non plus. Les équipements de quartier, je pense que ça s'y prête même bien. Voilà, en tout cas, tout ce qu'on a développé ici, c'est fait pour les marchés publics de travaux, des marchés de travaux publics. Donc c'est un cadre qui est quand même assez contraignant. Mais il y a probablement des cadres qui sont plus difficiles que d'autres. Si on nous demande de faire une tour de 80 000 m², je pense qu'on ne va pas arriver à faire grand-chose parce qu'il y a la question de la quantité. Alors déjà, je pense que je me poserai la question si on a vraiment besoin de faire des tours de 80 000 m², mais je sais qu'en région Île-de-France, il y a 20 millions de mètres carrés de bureaux vides. Ils construisent encore des tours, mais il y a la question de la quantité. Réunir des lots, fournir 1000 m², c'est réunir plusieurs lots. Et à des endroits qu'on serait allé chercher, à des endroits un peu éparpillés. Donc voilà, on est plus proche de la collecte aux champignons que la mine à ciel ouvert finalement,
où on va trouver un peu de bolet, un peu de cèpe et faire, voilà, avec des petits ruisseaux, un gros lot. Donc 30, 50 mètres carrés, on peut tout faire en réemploi. Entre 300 et 2000 mètres carrés, on peut faire des bonnes choses. Au-delà de 2-3 000 mètres carrés, ça devient compliqué. Et c'est plutôt des logiques de maintien, de préservation de l'existant ou des logiques additionnelles avec du biosourcé, du recyclage. Mais voilà, le réemploi, vous l'avez vu, l'échelle, c'est l'échelle de l'économie circulaire. Elle est là, elle est petite, mais elle est là. Si vous voulez travailler avec l'économie circulaire, c'est cette échelle-là. Sinon, si on veut appliquer des démarches industrielles au réemploi, bah, ça n'a plus trop de sens, quoi. Mais comme au biosourcé, hein, si on veut tout faire en bois, l'état des forêts, etc. Donc voilà, il y a une échelle quand même à considérer. Et c'est sûr qu'il y a des programmes qui s'y prêtent plus ou moins, il y a des matériaux qui sont plus ou moins faciles. On a vu dans nos études de cas que les matériaux de revêtement extérieur et des matériaux de finition sont là où les plus faciles à réintégrer dans les projets. C'est là où il y a des taux de réemploi les plus hauts. Les éléments structurels, les équipements techniques sont un peu plus difficiles parce qu'ils sont plus contraints. Mais néanmoins, en 2001 en Angleterre, il y a un bâtiment de logement anglais, la BZ, Zero Emission, je ne sais plus quoi, etc., qui a réintégré 95 tonnes d'acier, donc une grosse partie de l'acier structurel en réemploi, et ça n'a pas posé de problème. Ils sont basés sur voilà, un critère d'observation, on a dit pas d'acier avant les années 70, pas de traces d'usure, de corrosion, pas de feu dans le bâtiment, pas de bâtiment qui ait pris feu, quoi. Pas de pont roulant et d'éléments qui ont subi des stress trop importants. Et en fait, déjà, on écarte tous les matériaux sur lesquels on aurait dû faire des tests, etc. Et là, ils ont pris une série d'aciers qui étaient, après les années 70, c'est les normes unifiées de production de l'acier. Donc on sait que la composition de l'acier est stable à partir de ça. Et puis les ArcelorMittal garantissent 100 ans, je crois, les aciers. Donc voilà, ils étaient tout à fait OK, les ingénieurs, pour travailler avec ces éléments structurels et montrer la maîtrise des risques à leur assureur par ces efforts. Donc c'est plus compliqué sur la structure, c'est sûr. Sur les équipements techniques, on le voit moins, mais voilà. Donc peut-être que il y a des contraintes. C'est vrai que plus le bâtiment est contraignant, plus l'usage est contraignant, plus c'est difficile, c'est sûr. Mais il y a le point que j'essaie de faire, c'est de dire il y a déjà plein de choses à faire qui ne se font pas, quoi. Il y a les arrêtés de porte qui se jettent tout le temps alors que c'est une vis, puis il n'y a pas de raison de les jeter. Il y a le mobilier, et rien que ça, on ne le fait pas, les choses faciles. Donc